ordinateur et normalement c'est bon, c'est en cours d'enregistrement. Du coup, je vais lancer la presse. Tac. Du coup, pendant la présentation, je suis en train de regarder, je verrai pas, je vois pas le chat pendant la Je m'en présentation. occupe. Voilà, donc si effectivement, comme disait Jean, on va plutôt faire d'abord la partie un peu théorique et ensuite faire les échanges. S'il y a des questions euh, urgentes, c'est-à-dire problème de vocabulaire, quelque chose qui n'est pas clair, un truc qu'on n'a pas entendu, des choses comme ça, du coup, j'essaye de les prendre au fur et à mesure parce que du coup, ça ne sert à rien que ça bloque pour la suite de la présentation. Donc, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est donc d'augmenter l'impact de vos communications grâce à un storytelling maîtrisé, ce qui est un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisque c'est aujourd'hui vraiment le nerf de la communication, puisque on va le voir, on va discuter un petit peu contexte. Aujourd'hui, les codes et ce qui fait une bonne communication ont changé et c'est pour ça que c'est à nous, communicants, d'adapter et d'utiliser ce nouvel outil qui n'a rien de nouveau en réalité pour mieux atteindre notre audience, nos audiences même. Je regarde juste s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, donc rapidement la trame, on va d'abord parler un petit peu contexte, comment on communique aujourd'hui de manière générale, principalement sur le digital, parce qu'aujourd'hui beaucoup de choses se font sur le digital, mais ça reste des principes de communication qui sont globaux aujourd'hui dans le paradigme qui est le nôtre en 2020. Ensuite, comprendre le storytelling, donc qu'est-ce que c'est que cette matière, c'est quoi les ressorts qui fonctionnent avec le storytelling, comment on le crée, comment on l'utilise au sein d'une stratégie de communication. On va balayer quelques exemples d'actions de communication qui me semblent intéressantes et qui utilisent de manière judicieuse le storytelling, donc sur des domaines différents, parce que c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que l'inspiration et les bonnes idées, elles sont partout. Et ensuite, on passera donc à cette phase d'échange pour pouvoir discuter plus précisément de vos problématiques, de celles que vous rencontrez vraiment réellement actuellement, et qu'on puisse creuser certains aspects de la question. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on vend? On utilise le mot vendre parce qu'il ne s'agit pas seulement de vendre un produit, un service, mais comment est-ce que, en tout cas, on génère de l'engagement? Comment est-ce qu'on vend son travail, même si ce n'est pas une transaction monétaire classique. Il y a plein de manières aujourd'hui de vendre son travail. On est dans un paradigme qui a évolué sur les dernières années avec un énorme bouleversement dans le rapport entre la marque et le client. Donc, c'est-à-dire entre le destinataire et le destinataire, en fait, parce que quand on parle de marque, on parle à la fois d'une entreprise, comme on peut parler d'une association, comme on peut parler d'une marque employeur. Ça peut être énormément de choses. Une collectivité, ça peut être désormais, le fonctionnement comme une marque et devient de plus en plus pertinent pour tout type de structure. Et en face, un client qui est le client de votre communication, donc quelle que soit l'action que vous attendez de lui, que ce soit un achat, que ce soit une adhésion, une cotisation, peu importe. Mais voilà, il y a ce rapport entre communicant et destinataire de la communication qui a évolué, puisqu'on a été pendant très longtemps dans quelque chose de très vertical, alors qu'aujourd'hui, avec l'avènement du digital, et surtout des réseaux sociaux sur les dernières années, on est passé sur quelque chose qui s'est horizontalisé et qui fait que votre audience est partie prenante de votre communication. Elle attend plus de choses, les exigences sont augmentées, donc il y a une exigence en termes de transparence et d'authenticité de l'information qui a énormément augmenté et qui transcende tous les secteurs. Et surtout, il y a aussi une surinformation, puisqu'il y a de l'information qui est disponible partout, tout le temps, sur tous les sujets. Donc, vous avez et vous aurez à partir de maintenant, entre guillemets, en face de vous, un utilisateur qui est soit hyper informé, soit noyé dans de l'information. Dans tous les cas, on a
une problématique qui est une problématique de concurrence sur l'attention. On est sur une problématique de ressortir dans une cacophonie d'informations, une cacophonie de contenu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le storytelling connaît un véritable âge d'or dans la discipline de la communication, puisqu'il sous-entend d'aller au-delà de simplement avoir une vision, on va dire, entre guillemets, binaire. Je propose quelque chose, quelqu'un a besoin en face. Là, c'est plus difficile que ça, puisque aujourd'hui, pour un même besoin, non seulement il y a énormément d'acteurs qui peuvent répondre, mais en plus, l'information peut être extrêmement diluée. Donc, c'est ça qui donne aujourd'hui l'importance de prendre en compte dans sa communication cette personne en face, de l'intégrer non seulement dans le processus de réflexion de la communication, mais même dans les contenus à proprement parler. C'est de lui dont on peut pas parler. En fait, ce qui se passe, c'est que désormais, une bonne communication, c'est une communication qui, à mon sens, fait deux choses. Un, elle envoie comme principal message « j'ai compris ce dont vous avez besoin ». Ça, c'est le premier point. Et c'est hyper important. Et c'est pour ça que le storytelling devient très important. Et la deuxième chose qu'elle fait, cette communication, c'est qu'elle passe d'un coup de projecteur sur vous, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que j'ai à raconter, quelles sont mes compétences, à mettre le projecteur sur la personne en face. De quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a envie d'entendre, qu'est-ce qui va l'aider à avancer dans son processus de décision, dans son processus d'évolution. Et c'est ce changement de projecteur, en fait, qui est hyper important dans le storytelling, puisque la définition que moi j'en ai, c'est justement ce point de rencontre entre votre histoire, vos histoires et celle de l'interlocuteur en face. Donc, à partir du moment où vous trouvez ce point de rencontre-là, ça y est, la communication, elle est efficace. Pour se mettre un petit peu en jambes, un des papes du storytelling, Seth Godin, qui écrit « Le marketing ne concerne plus ce que vous concevez, mais les histoires que vous racontez ». Et c'est effectivement de plus en plus vrai. Il y a de plus en plus même d'études qui sortent, qui expliquent que désormais le critère d'achat est à 95% émotionnel, que les critères de décision sont en train d'évoluer, de passer de la rationalité à de l'émotion. Donc c'est là que l'idée de raconter des histoires devient hyper importante. Avant d'aller plus loin dans les choses un peu plus concrètes, je voulais juste revenir un petit peu aux bases. Et moi, quand je reviens aux bases, je vais chercher notre ami Larousse sur la définition. Qu'est-ce que c'est le storytelling ? D'après Larousse, c'est donc une technique de communication politique, marketing ou managériale qui consiste à promouvoir une idée, un produit, une marque, à travers le récit qu'on en fait pour susciter l'attention, séduire et convaincre par l'émotion plus que par l'argumentation. C'est important et intéressant, je trouve, de se souvenir que c'est un outil, une discipline qui est très empreint de l'histoire de la communication politique. Voilà, je trouve que c'est... Il y a vraiment cet enjeu derrière, parce que qui dit communication politique, dit communication qui a une vocation d'adhésion, qui a une vocation de fédérer. Il y a quelque chose de très humain et communautaire dans l'idée du storytelling, dans sa définition originelle. En marketing entrepreneurial et en marketing projet, on va dire, c'est la matérialisation en mots, en contenu et en action de la mission que vous vous donnez, de vos valeurs et des histoires que vous voulez partager. Ces histoires, c'est les vôtres, c'est celles des personnes qui travaillent avec vous, c'est celles des collaborateurs, c'est celles de vos partenaires, c'est celles des entreprises avec qui vous travaillez, c'est celles des apprentis qui viennent, c'est tout ça. C'est toutes ces histoires-là. Et aujourd'hui, ce qu'on va essayer de creuser, c'est comment est-ce qu'on les met en valeur, ces histoires, pour construire une stratégie de communication qui va vous permettre de creuser ces aspects-là. Ce qu'on essaye de mettre en place, et ce qui est, encore une fois, le nerf de la guerre de toute stratégie de communication et de marketing, il y a la rencontre, la génération de l'affection. Donc la rencontre, c'est vraiment la première fois qu'il est en contact, que la personne est en contact avec vos contenus, avec votre travail. Générer de l'affection, donc c'est là où
parce que vous fournissez du contenu intéressant, il va y avoir une adhésion qui va se créer. Cette adhésion, c'est là qu'elle commence à arriver. Elle se transforme petit à petit en confiance parce que ce que vous produisez est de qualité et fait vibrer chez lui une corde qui est intéressante. Et arrive ensuite l'étape de l'achat, de la signature. Avec Clotilde. Avec Clotilde. En tout cas, de l'engagement que vous attendez de la personne. Et enfin, le Graal pour toute structure, la recommandation. Donc, que ce soit la recommandation à ses pairs, la recommandation sur un marché, la recommandation au niveau des autres acteurs de votre secteur, de partenaires médias, peu importe, de collectivités, ça peut être énormément de choses en fonction de vos objectifs, mais en tout cas, on essaye d'arriver à ce que la confiance soit tellement forte qu'il en arrive à être l'ambassadeur de ce dont vous-même vous êtes ambassadeur. Ils ont lié avec l'image, mais pas de son. Et par contre, avec Teams, ça marche. Mais ça marche pas avec le logiciel de l'éducation. Franchement, je ne sais pas, mais on vous entend complètement. Peut-être, Christine, il faut que sur sa brigade, tu le mets muet aussi. Alors, hop. Hop, mieux. J'ai l'impression d'être un dictateur, c'est terrible. Bref, du coup, c'est donc ce cercle, cette mécanique qu'on essaye de mettre en place en instaurant du storytelling dans tout ça. Ensuite, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour le créer, ce storytelling? Déjà, on va voir un petit peu ce que ça comprend, parce que justement, en fait, c'est une appellation qui est un peu trompeuse. On ne crée pas un storytelling au sens où c'est pas un objet qui a un début et une fin. C'est quelque chose d'un peu plus complexe. Tout à l'heure, je vous parlais de l'idée de ce point de rencontre. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez mouvant et qu'on travaille régulièrement. Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 3 premières étapes que vous pouvez avoir, c'est 1, déterminer le contenu des histoires que vous souhaitez raconter. Les vôtres, celles de votre ambition, celles des missions que vous voulez porter, mais aussi celles des objectifs que vous vous posez et surtout celles des gens avec qui vous travaillez. C'est vraiment ça, c'est ces histoires-là qu'il va falloir déterminer et ensuite les mettre en forme pour en faire des éléments concrets de communication. Ensuite, il y a faire l'état des lieux de ce que vous transmettez actuellement. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que vous faites est en accord avec ce que vous avez envie d'être? Est-ce qu'il y a des choses que vous sous-exploitez, au contraire surexploitez éventuellement? Et comment est-ce que vous faites évoluer ça? Et ensuite, forcément, il y a cette idée de diffusion. Donc, une fois qu'on a déterminé les histoires, qu'on les a créées, qu'on est au clair sur ce qu'on veut porter comme valeur, il faut faire en sorte que ces histoires, elles soient partout. Et ça va être vraiment la partie, on va dire, plan d'action de communication, où vous allez déterminer comment est-ce que vous allez les formaliser, ces histoires. Comment est-ce qu'elles vont prendre forme pour l'utilisateur? En vidéo, en podcast, il y a de plus en plus de formes qui sont possibles. Vous pouvez en inventer des dizaines. Donc, on verra aussi un peu au cas par cas comment est-ce qu'on détermine ces supports-là. Pour terminer sur cette première partie, étant donné qu'on parle de raconter des histoires, le storytelling, qu'est-ce que ça contient? Ça peut vous faire un premier point de départ pour savoir quoi raconter en fait dans votre communication. Il y a un démarrage, il était une fois. Il y a une quête, donc pourquoi vous faites tout ça, c'est quoi la mission que vous portez. Des protagonistes, les collaborateurs, les apprenants, les partenaires médias, les collectivités, les entreprises partenaires. Tout ça, c'est les protagonistes de vos histoires. Des aventures, il y a des obstacles, il y a des échecs, il y a des réussites, il y a des choses qui se passent, des nouveautés. Il y a des émotions, forcément, une histoire sans émotion ne peut pas fonctionner. Et il y a aussi un auditoire, on revient à cette idée de point de rencontre et de projecteur sur la personne en face. Une histoire sans personne qui l'écoute n'a que peu lieu d'être. Maintenant qu'on sait raconter tout ça, donc qu'on a déterminé un petit peu à quoi ce storytelling va servir, c'est quoi l'état d'esprit qu'il faut avoir derrière quand on veut utiliser le storytelling dans sa communication, maintenant, il faut qu'on le construise, ce storytelling. Quand on dit construire le storytelling, encore une fois, je sais que ça m'est déjà arrivé en webinaire où on me pose la question, on me dit ça y est, j'ai écrit mon storytelling, il est sur un doc Word, qu'est-ce que je fais avec?
Et en fait, le souci dans cette question, c'est que justement, le storytelling, il ne faut pas le voir comme quelque chose qui a un début et une fin. Ce n'est pas un texte que vous allez réutiliser, recoller. Ce n'est pas que votre page à propos. Ce n'est pas tout ça, en fait. Pour avoir on va dire deux images, deux métaphores pour comprendre un petit peu, le storytelling, il faut le voir comme le ciment qui va faire tenir ensemble toutes les briques de votre communication. C'est ce qui crée la cohérence, c'est ce qui crée le fil conducteur de ce que vous faites. Donc, c'est quelque chose, un peu comme une épice aussi, dont on va saupoudrer son travail, dont on va saupoudrer sa stratégie avec des dosages plus ou moins importants en fonction des moments. Forcément, en marketing de contenu, donc quand on produit à proprement parler du contenu, que ce soit des vidéos, du contenu texte, des podcasts, des articles de blog, des posts sur les réseaux sociaux et tout ça, bah forcément, ça va être beaucoup de storytelling. Mais en fait, votre storytelling, il est partout. Il est sur votre site, il est vraiment dans tout votre écosystème. Donc, on va creuser aussi ces aspects-là par la suite. Pour commencer, je voulais vous proposer quelques exercices pour créer son storytelling. Ça peut faire un petit peu peur au sens où ça peut paraître très introspectif. Mais c'est vraiment hyper important parce que qui dit raconter son histoire, dit la connaître. Donc, c'est vraiment important de s'interroger et de se pousser un petit peu à mettre des mots sur les histoires qu'on a envie de raconter. Le premier, ça va être vraiment de s'auto-centrer. Tout à l'heure, on a dit que globalement, on essaye de remettre le projecteur sur la personne en face, mais c'est important de bien se connaître aussi. Donc la première étape, c'est de poser les questions de qui vous êtes, de qui est-ce que vous voulez être, quelle est la vision du métier que vous souhaitez porter, quelle est l'ambition du travail que vous faites, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre comme valeur, que disent les gens qui travaillent avec vous de votre manière de travailler, de ce que vous leur apportez dans le quotidien. Qui parle à votre audience aujourd'hui et qu'est-ce qu'ils disent? Ça peut être les médias, les cabinets de recrutement, le gouvernement, ça peut être des influenceurs, d'autres structures, on va dire, d'orientation ou même d'autres structures scolaires ou universitaires. Comment ces gens communiquent et qu'est-ce qu'ils disent, eux, qui se recoupent ou non avec ce que vous voulez être. C'est vraiment important de connaître aussi ce que font les autres. Pas pour copier, c'est jamais pour copier qu'on regarde les autres, c'est au contraire pour se différencier. L'intérêt de ces questions-là, donc qui parle à mon audience et qu'est-ce qu'il raconte et comment il le fait, c'est de se dire, comment est-ce que je peux compléter? Et parfois, quand c'est, on va dire, une certaine concurrence, même indirecte, c'est de se dire, ok, eux, ils sont comme ça, dans ce qu'ils font. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime pas? Comment je peux me différencier? C'est vraiment les 3 questions à se poser quand on analyse un autre acteur de son marché. Et ce qui est important, c'est que tout ça, en fait, on a l'impression que c'est un peu ça peut être assez scolaire de se dire, il y a des questions, je réponds je fais répondre le service marketing, le service com, je fais répondre à des questions et tout. Mais en fait, là-dedans, il y a déjà les germes de votre stratégie de communication. En fait, il y a déjà tout ça, c'est des futurs contenus. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette partie justement un petit peu introspective. Ensuite, donc ça, c'est un peu, on va dire, un petit questionnaire rapide sur les bases. Et ensuite, je voulais vous proposer aussi 2 matrices qui sont hyper importantes pour la construction du storytelling, qui sont le business model Canva, enfin un morceau du business model Canva, qui est centré sur ce que vous proposez. Donc, c'est en fait une matrice qui est symétrique entre vous et votre audience et qui résonne en termes de besoins-réponses. Donc, l'idée, c'est de commencer par votre client, enfin votre audience, votre destinataire, et se demander qu'est-ce qu'il a à gagner à travailler avec vous, qu'est-ce qui va changer dans sa vie, pourquoi est-ce qu'il doit vous suivre dans votre aventure, dans votre mission, quels sont les obstacles aujourd'hui qui font qu'il ne passe pas le cap, qu'il ne saute pas le pas. Est-ce qu'il y a des obstacles sociaux, financiers, psychologiques, de temps, de compréhension? C'est quoi les obstacles qu'il rencontre? Et c'est quoi le besoin? Qu'est-ce qu'il cherche exactement? Et en face de ça, vous allez avoir vos réponses à vous. Donc, pour son besoin, il y a
concrètement, qu'est-ce que vous faites pour répondre à son besoin? Donc, c'est votre métier en réalité. Les rêves que vous réalisez. Les rêves que vous réalisez, c'est la réponse à ce qu'il a à gagner. L'idée, là, c'est d'aller au-delà de votre métier. C'est de porter le message plus loin. De se dire, oui, bon, certes, il va pas que trouver un travail. Qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière ça? À quoi ça va ressembler sa vie? Et c'est ça qui est très important. Et le storytelling, il est là. Il est dans, par exemple, il est dans le fait de dire je ne vais pas t'aider à avoir un métier, avoir une formation et un métier. C'est au-delà de ça que c'est autre chose. C'est trouver ce que vous proposez vraiment. Et ensuite, toutes les solutions. Donc, s'il y a des obstacles, il faut que vous les contriez. Vous les contrez par ce que vous racontez, par ce que vous proposez et par la manière dont vous abordez les sujets qui lui trottent dans la tête. Donc, cette matrice-là, elle est vraiment hyper importante. Elle est à la fois très marketing puisqu'elle répond à une problématique de marketing de l'offre, mais en même temps, c'est aussi le cœur du storytelling parce que si on revient à cette idée de point de rencontre, il ne peut pas y avoir de point de rencontre si vous ne faites pas le point sur ce dont la personne a besoin, en fait. Et ça, idem, tout ça, c'est de la graine de contenu de communication. Donc ça, je vous ai mis la petite version vierge si vous avez envie de vous prêter à l'exercice. Et le deuxième que j'adore, c'est la carte d'empathie de David Gray, qui est on va dire, complémentaire au business model Canva, puisqu'il y a des questions qui vont être un petit peu similaires, ce qu'elle a besoin de faire, c'est quoi l'objectif. Mais ce qui va être vraiment, vraiment hyper intéressant, ça va être toute la partie en blanc, en réalité. De quoi on parle dans ces parties-là? Dans ce qu'elle voit, on va parler du monde extérieur. À quoi est-ce qu'elle est confrontée? Qu'est-ce qu'elle lit dans les médias? Qu'est-ce qu'elle entend dans potentiellement le système scolaire? Qu'est-ce qu'elle lit quand elle cherche des réponses? Qu'est-ce qu'on lui dit? Donc, on parle vraiment de quelque chose d'extérieur à lui. Ensuite, ce que dit la personne, là, c'est vraiment comment est-ce qu'elle verbalise tout ça? C'est quoi, elle, ses opinions déjà sur le sujet? Quand on lui dit, ah tiens, potentiellement, est-ce qu'un CFA, ça ne t'intéresse pas? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle répond? Qu'est-ce qu'elle dit spontanément? Ce qu'elle fait au quotidien, donc comment est-ce qu'aujourd'hui, elle gère plus ou moins ce besoin-là? Comment elle se comporte? Et puis, le pendant de ce qu'elle voit, il y a ce qu'elle entend. Et là, ça va être un peu la même chose que ce qu'elle voit, mais appliqué au cercle restreint. Donc là, ça veut dire, quand elle parle typiquement de son orientation, qu'est-ce qu'on lui dit autour de lui? Maman, elle dit quoi? Papa, il dit quoi? Quand j'en parle à mes copains, qu'est-ce qu'ils disent? À quoi je suis confrontée? Et ça, c'est hyper important parce que, encore une fois, ça, c'est le cœur de votre storytelling. Une fois que vous savez, une fois que vous maîtrisez ce à quoi il est déjà confronté et ce qu'il travaille, vous avez toute votre communication qui est là et votre storytelling, il est là en fait, parce que le storytelling, il a pour vocation de répondre à quelque chose. Alors certes, il va utiliser parfois des procédés narratifs spécifiques pour répondre à ces besoins-là, mais avant même de penser à comment j'écris, est-ce que je dois utiliser tel ou tel style d'écriture? Avant tout ça, la vraie et première question, c'est la personne en face de moi, qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre et de voir pour comprendre ce que je fais et pour y adhérer. Et c'est ça c'est vraiment, c'est là où le storytelling devient intéressant, c'est quand il répond à ça. Pas quand il est une technique en se disant si vous mettez de la culpabilisation, les gens vont cliquer plus facilement. C'est le storytelling qui est intéressant et qui est durable, c'est celui qui va creuser le besoin de la personne en face de vous. Donc là, idem, toujours le même principe, je vous mets la version vierge après. Ensuite, je vous ai mis quelques autres questions que vous pouvez vous poser qui peuvent être des petits points de départ en cas de syndrome de la page blanche. Donc, quelles sont les histoires de mes clients? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'ils ont vu avant, d'où ils viennent, c'est quoi leur, c'est quoi le, oui, c'est quoi leur histoire vraiment littéralement en fait. Et surtout, est-ce qu'il y a un ou plusieurs dénominateurs communs à leurs histoires? Ça aussi, ça va être très intéressant parce que ça va vous sortir des axes de storytelling, parce que vous allez avoir une stratégie de communication globale, mais à l'intérieur, vous allez avoir des axes qui vont être en fait des prismes par lesquels vous racontez votre histoire en fonction des moments, en fonction des canaux. Est-ce que vos clients ont des histoires en plus à raconter, des histoires avec vous? Donc, les personnes avec qui vous travaillez effectivement, est-ce qu'ils ont des réussites, des craintes, des changements de vie, des anecdotes, des ressentis qu'ils peuvent partager? Comment est-ce que vous pouvez raconter votre métier en sortant de la simple description fonctionnelle? C'est pas notre service fait ci, fait ci, fait ci, fait ça, mais aller un petit peu plus loin en se disant, bah, ok, qu'est-ce que j'apporte? C'est quoi les bénéfices à chaque étape? Et c'est lié un petit peu à la question précédente, qui est: est-ce que je peux raconter des situations imaginaires, donc vraiment de la projection dans lesquelles mon audience peut se reconnaître. Vous pouvez très bien raconter des histoires au sens littéral du terme. C'est un levier qui peut être extrêmement puissant. Ensuite, il y a toutes les, on va dire, il y a toutes les questions aussi qui sont de l'ordre de l'univers éditorial. Donc, quel est l'univers que vous voulez créer autour de votre métier, les émotions que vous souhaitez déclencher? On en parle beaucoup, mais c'est vraiment un gros, comment dire, un gros nerf de la guerre, ça aussi, le fait de susciter de l'émotion. Et quels sont les sujets complémentaires à mon cœur de métier qui peuvent venir appuyer mon histoire? On verra un petit peu ça dans les exemples aussi, cette idée de, comment dire, de communication, d'histoires qui vont dans le sens de l'histoire, quoi. C'est-à-dire, vous avez un cœur de métier, vous communiquez dessus, mais de temps en temps, il peut y avoir des sujets un peu parallèles qui viennent appuyer ce que vous faites. Mais on verra des exemples, ce sera plus clair. Enfin, pour terminer, comment est-ce qu'on fait de tout ça une stratégie de communication? Parce qu'on s'est dit, voilà, que c'est un lien, qu'il peut vous servir à faire plein de choses et notamment à cimenter votre stratégie de communication à proprement parler. Il sert à vous différencier, à sortir du lot, à créer ce qu'on appelle de la présence à l'esprit, c'est-à-dire que la personne, quand elle cherche, c'est à vous qu'elle va penser. Elle sert à attirer les bonnes personnes, c'est important, à gagner en crédibilité, à créer un sentiment d'appartenance. On revient à cette idée de communication qui a vocation à fédérer, à créer de l'adhésion, et à fidéliser plus. On revient aussi à cette idée de partage, c'est-à-dire, quand on parle de fidélisation, c'est la fidélisation qui amène aussi au fait de devenir un ambassadeur. Donc, c'est tout ça qu'on met en place concrètement en utilisant le storytelling à bon escient dans une stratégie de communication. Comment est-ce que, quand on a un contenu, on va dire petit focus rapide sur des petites méthodologies qui peuvent permettre de susciter, d'entourer vos contenus et votre travail de storytelling, c'est tout ce qui va rendre vos contenus engageants, c'est-à-dire ce qui va stimuler le fait de cliquer, le fait d'aller lire, le fait d'aller s'inscrire. Je vous ai listé quelques leviers qu'on utilise pour générer du trafic sur des contenus digitaux. Il y a la crédibilité, donc prendre par exemple une statistique ou une information. Dans la crédibilité professionnelle, il y a aussi des informations marché, de la connaissance de votre métier. En fait, c'est ça qu'il faut faire ressortir. Le fait de commencer par la fin, donc ça, c'est toujours cette idée que sur Internet, vous avez 3 secondes pour capter l'attention de la personne en face de vous. Donc, il faut lui donner des informations importantes tout de suite. Utiliser ce qu'on appelle j'avais vu l'expression les lendemains qui chantent. Donc, c'est expliquer comment c'est le faire rêver un petit peu avec comment sera sa vie demain. C'est tous les contenus qui commencent par imaginer que, et si votre avenir ressemblait à ça, et si vous vous retrouviez dans telle et telle situation.
Donc, c'est vraiment lui montrer comment sera sa vie une fois que vous avancez ensemble. Potentiellement la provocation. Ça, il faut se sentir à l'aise avec, mais ça peut être quelque chose d'assez efficace. L'empathie, gros levier de storytelling. Donc, expliquer clairement la problématique de la personne en face de vous. Donc, c'est toujours lui montrer, c'est encore une fois cette idée d'envoyer le message. J'ai compris pourquoi tu es là, j'ai compris ce dont tu as besoin, donc viens, tu peux venir en confiance parce que je te fournis quelque chose en te connaissant. La curiosité, le teasing, forcément, qui est très, très utilisé, et l'humanité. Donc, partager une vulnérabilité, une crainte, ça peut être de l'information sur le marché qui est potentiellement, enfin pas négative, mais en tout cas qui vous donne à réfléchir. Il faut faire un petit peu attention sur certains secteurs avec ça parce qu'on essaye forcément de favoriser les émotions positives dans ce qu'on transmet par rapport aux émotions négatives. Mais en fait, vous le sentirez quand c'est pertinent, vous allez le sentir. Pour creuser encore cette idée de l'importance des émotions, on va aller un petit peu plus loin là-dessus. J'aime beaucoup, moi, cette citation de Maya Angelou, qui est une autrice américaine, qui a écrit « J'ai appris que les gens vont oublier ce que vous avez dit, ce que vous avez fait, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Et on revient à cette idée de l'objectif de la présence à l'esprit, de l'objectif de l'adhésion. C'est ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on essaye de faire ressentir quelque chose aux gens. Quand Jean, tout à l'heure, disait qu'avec sa fille, les histoires, ça marchait hyper bien, c'est ça. C'est parce qu'il génère une émotion qu'elle n'oubliera pas. C'est exactement le même levier en réalité. D'ailleurs, je peux compléter que je sais qu'elle ressent quelque chose, que généralement, quand je lui raconte l'histoire, je l'avais face à moi, elle me regarde, et donc je vois ses émotions dans ses yeux. Donc je vois bien d'ailleurs, il faut faire attention avec un enfant, parce que quand on lui parle du loup, elle a vraiment peur. Donc, on ressent les choses. Donc en fait, c'est un bon test pour voir si on ressent les choses. Ah oui, mais ça, de toutes les façons, au final, il n'y a rien de mieux que la communication en face à face. Mais effectivement, c'est vraiment hyper important et c'est ce qui rend, en fait, l'émotion, c'est ce qui rend un contenu addictif. Et si l'histoire du soir, elle est addictive, c'est pour ça. Certes, il y a l'amour, il y a tout ça, mais il y a aussi cette envie de ressentir quelque chose. Et ça peut paraître une énorme passerelle à faire, mais avec vos posts sur les réseaux sociaux, c'est un peu la même mécanique. Il y a cette idée-là d'apporter aux gens ce qu'ils veulent, et ce qu'ils veulent, c'est notamment des émotions. Donc là, dans les typologies de contenu, justement, on va dire dans les manières dont vous pouvez utiliser le contenu pour faire passer votre storytelling, je vous ai listé 6 grandes idées. La première, c'est une histoire, la vôtre, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites là? C'est quoi votre métier? C'est quoi l'ambition que vous portez? C'est quoi votre mission? Les valeurs, donc c'est très lié. Qu'est-ce que vous défendez? Qu'est-ce que ça veut dire avancer avec vous? De l'émotion, justement. Donc, on essaye de favoriser les émotions positives. N'oubliez pas que la palette des émotions est extrêmement large et qu'on a tendance à se cantonner à humour, tristesse, joie, curiosité. Et en fait, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. De l'émerveillement face à la beauté, se sentir intrigué. Il y a plein de choses qui sont de l'ordre de l'émotion aussi et qui vont un peu au-delà des 3-4 émotions qu'on nous sort tout le temps. De l'information pratique. Comment on avance avec vous? Qu'est-ce que vous proposez? Qui vous êtes? Où vous êtes? De l'information pratique, il en faut aussi. De l'expertise, pardon. C'est tout ce qui va vous légitimer. C'est tout ce qui va montrer que vous savez ce que vous faites, qu'on a raison d'avancer avec vous, que vous fournissez une information et un service de qualité et de la reconnaissance. Et ça, c'est hyper important parce que aujourd'hui, le digital, de manière générale, appuie sur pas mal de besoins humains et il appuie notamment sur 2 besoins qui sont en miroir, qui sont l'envie de contribuer, donc l'envie de donner mon avis, l'envie de partager, de faire partie de quelque chose de plus grand, et le besoin de reconnaissance, qui est, certes, j'appartiens à quelque chose de plus grand, mais n'oublie pas de me voir moi en tant qu'individu aussi. Et votre communication, elle va servir à ça. Donc, quand on dit reconnaissance, c'est mettre en avant les gens
qui parlent de vous, mettre en avant les gens avec qui vous travaillez déjà, mettre en avant leur histoire, leur parcours. Et c'est vraiment cette partie-là. La reconnaissance que vous portez, elle va à la fois gratifier les personnes concernées, mais elle va entraîner le désir de gratification des gens autour. Et c'est ça qui est hyper important, c'est cet effet aussi de tache d'huile que peut avoir la communication et le storytelling. Rapidement, je voulais vous parler d'une notion un peu annexe, parce qu'on parle de beaucoup de choses ces temps-ci, quand on parle de storytelling, on parle de storytelling, on parle d'image de marque, on parle de valeurs, on parle de branding, on parle d'énormément de marques personnelles, on parle d'énormément de choses. Je voulais juste vous ouvrir un petit peu à ce sujet-là, qui est, comme on se disait que le storytelling, il n'a pas vraiment de début et de fin, il se reflète aussi dans ce que vous êtes de manière générale. Donc, c'est quoi l'expérience que vous offrez, qu'est-ce qui se passe quand on vous appelle, c'est quoi les mails qu'on reçoit quand on communique avec vous, c'est quoi les contenus que vous produisez, comment est l'expérience sur votre site, quelle est l'expérience utilisateur avec vous, comment on se sent, qu'est-ce que vous dégagez à chaque étape de l'aventure avec vous. Et en fait, tout ça, c'est du storytelling aussi, en fait. Faut se rendre compte aussi de ça, c'est-à-dire choisir de tutoyer ou de vous voyer dans un mail, choisir tel type d'image ou une autre, tout ça, c'est du storytelling aussi. Et c'est pour ça que c'est important, la phase un peu introspective qu'on a vue au début, c'est pour ça qu'elle est importante, parce que ce qu'elle fait, cette phase, quand on réfléchit à son storytelling, c'est qu'elle vous permet de créer un papier calque de la situation, de votre communication idéale. Ensuite, ce calque, à chaque fois que vous allez faire quelque chose pour vous développer, vous allez le poser dessus et on va se dire, OK, ça colle ou ça colle pas. Si ça colle pas, soit il faut faire évoluer le calque et c'est OK, soit c'est qu'il y a un problème avec l'action que vous mettez en place. Et c'est hyper important parce que si on ne se connaît pas et si on ne connaît pas ses ambitions, c'est beaucoup plus difficile d'avoir ensuite une matérialisation de votre image et un impact de vos communications qui va être proportionnel à ce que vous voulez avoir. Je vous ai mis là, pour aller dans le même sens, voilà, vous posez un petit peu les questions pour voir si votre storytelling aujourd'hui, il est en place ou s'il y a encore des choses à travailler. C'est vraiment, est-ce que j'ai une identité? Qu'est-ce qui se passe sur mes supports? Qu'est-ce que j'envoie comme message? Qu'est-ce que j'envoie comme image? Est-ce que les photos que j'utilise correspondent à ce que je veux être, à ce que je veux transmettre? Est-ce que je suis attirant et concurrentiel dans ce que j'avance comme dans la manière de présenter mon travail, dans la manière dont vous vous présentez? Qu'est-ce que vous renvoyez et surtout, est-ce que vous êtes OK avec ce que vous renvoyez? Et si ce n'est pas le cas, c'est effectivement important de revenir à cette étape préliminaire et de se dire, OK, qu'est-ce que je veux être? Si je ne veux pas être ça, si on n'a pas envie de transmettre cette image-là, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre? Et c'est là que le storytelling va prendre tout son intérêt. Je voulais juste, parce que c'est un sujet qui revient souvent sur les dernières années. Je pense que si vous avez déjà fait des webinaires ou lu des articles de blog sur la communication ces 3 dernières années, vous avez croisé l'idée d'avoir des valeurs, d'avoir un pourquoi, de défendre des choses et tout ça. Donc, c'est hyper important, c'est hyper intéressant. Je voulais juste mettre une petite graine de réflexion sur voilà, qu'est-ce que ça veut dire avoir des valeurs et faire attention à ne pas tomber dans une trop grande dichotomie entre les valeurs de communication et les valeurs d'action et faire attention à avoir, si vous choisissez d'affirmer que vous défendez quelque chose, le faire dans les faits effectivement, mais aussi essayer de vous assurer que c'est quelque chose qui est différenciant et qui n'est pas la même chose que tous les gens autour de vous, en fait. L'exemple le plus parlant pour moi, c'est la bienveillance. C'est pas que c'est pas bien d'être bienveillant, mais aujourd'hui, trouvez-moi une structure qui dit qu'elle n'est pas bienveillante. Je pense que ça n'existe pas. Du coup, ça veut dire que c'est pas une valeur différenciante. Donc, ça veut dire qu'il faut chercher autre chose dans votre identité, dans les histoires que vous racontez. C'est hyper important d'avoir à la fois quelque chose qui toujours reflète ce que vous avez envie de porter comme message, mais aussi qui vous permettent de dissocier votre structure du reste du monde.
de lui donner son empreinte à elle. Bref, le principe du storytelling, c'est de se souvenir que autour de vous, il y a des gens qui vous attendent, clairement, et que en partageant votre histoire à vous, les histoires des personnes qui travaillent avec vous, vous donnez une chance véritablement à vos futurs partenaires, apprenants, de participer à cette histoire, et c'est vraiment hyper important. Ensuite, je voulais vous balayer, le temps qu'on commence à récupérer les questions, quelques exemples de communication qui me semblent intéressantes, avec comme fil conducteur qui pour moi ça pourrait presque être une autre définition du storytelling, qui est le meilleur marketing ne ressemble pas à du marketing. Pour moi, les communications réussies, souvent, il y a un peu de ça. Premier exemple que je voulais vous partager, c'est celle d'une autrice, Anne-Gaëlle Huon, qui écrit des romans et qui a comme particularité que dans tous ses romans, les personnages principaux, ce sont des personnes âgées. Elle a une passion pour sa grand-mère, elle adore sa grand-mère, et du coup, tous les personnages de tous ses romans sont des personnes âgées. Et quand elle a sorti son avant-dernier bouquin, elle a sorti de manière anonyme un compte Instagram qui s'appelait Paroles de grand-mère. Elle l'a fait monter parce que les comptes comme ça, où on partage des petites citations, des expériences et tout, ça marche hyper bien. Elle est arrivée à 25 000 abonnés, et puis un jour, elle est arrivée en disant « Coucou, j'écris des livres, et si j'ai fait ce compte-là, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. D'ailleurs, mon livre va dans le même sens que ce conte que vous avez adoré et que vous avez suivi. » Ce qui est intéressant là, c'est qu'elle a vraiment fédéré autour de quelque chose qui est très lié à son ADN à elle. C'est quelque chose de vrai. Donc, elle l'a vraiment animé. C'était pas juste un coup de communication. Elle l'a animé sur quasiment 1 an, je crois. Donc, c'était un vrai contenu sur lequel elle était très présente. Mais il y a eu cet effet de domino de logique qui faisait qu'on adorait ce compte Instagram. C'était drôle, c'était touchant. Donc, le jour où elle est arrivée, c'était une évidence que c'était elle qui était derrière ça. Et son bouquin a cartonné. Et le storytelling, c'est ça aussi. C'est d'aller chercher le point commun qu'il peut y avoir entre vous et votre audience. L'autre acteur dont je voulais vous parler, c'est Welcome to the Jungle, qui est donc une agence d'accompagnement RH, cabinet de recrutement un peu modernisé, qui produit pour le coup énormément de contenu et qui est hyper intéressant. Je trouve que c'est très intéressant la manière dont ils communiquent, parce qu'ils sont très forts sur le fait de communiquer aussi bien auprès des recruteurs que des candidats. Ils sont très forts en storytelling sur les 2 cibles, donc vraiment, moi, je vous encourage à aller fouiller un petit peu ce qu'ils font, parce que c'est vraiment intéressant. Ils ont fait un gros coup l'année dernière avec une web-série où ils ont eu plein de célébrités ambassadrices, donc forcément, ça aide, on ne va pas se mentir. Mais ils ont aussi un blog qui est hyper fourni, où ils répondent aux questions des 2. Ils ont une playlist sur YouTube qui s'appelle Oh My Job, où ils interviewent des gens qui représentent un peu le panel des principaux postes dont ils s'occupent. Donc, ils sont très digitaux, donc forcément, c'est beaucoup de métiers dans le marketing, dans le digital et tout ça. Et ils ont aussi une plateforme, pour le coup, pour les recruteurs, où ils vont parler de management, de marque employeur, où ils vont s'adresser vraiment différemment à la personne en face. Donc ça, c'est vraiment hyper important, parce que ça permet de donner à chacun les informations dont il a besoin pour passer à l'acte, c'est-à-dire, d'une manière ou d'une autre, travailler avec Welcome to the Jungle. L'autre exemple qui m'avait été soufflé, c'était tout ce qui est campagne de recrutement de l'armée. Là, je vous ai pris l'image de l'armée de terre. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'idée de démystifier le quotidien des métiers. C'est l'idée de démystifier un statut qui est moyennement connu. Et comment ils le font? Ils le font en faisant passer des journées avec les militaires, et notamment avec une grosse FAQ. Et ça, je trouve que c'est des idées qui sont hyper intéressantes. Et ça aussi, c'est un moyen de créer du contenu et de partager vos engagements et votre histoire de manière pertinente, et qui vous permettra de convaincre derrière.
Et le dernier exemple dont je voulais vous parler, qui est encore sur un secteur complètement différent, c'est donc toujours sur Instagram, le compte de donc, Joséphine Indy, qui est community manager. Et en fait, elle a créé, il n'y a pas si longtemps que ça, un compte qui s'appelle Au secours, je suis freelance. Et qui, pareil, un peu comme dans l'idée de Anne-Gaëlle Lyon, va dans le sens de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle récupère des témoignages de freelance et elle les publie. C'est des témoignages un petit peu de galères de freelance, de vie impayée, de clients qui ont des demandes étranges, de tout ça. Et elle récolte tout ça et elle l'a mis en scène dans un compte. En quelques mois, elle a atteint les 5000 abonnés. Et en fait, ce qui est intelligent là-dedans, c'est que comme c'est le compte annexe d'une community manager, bah, ça va dans le sens de l'histoire. Elle prouve qu'elle sait utiliser les réseaux sociaux. Et en plus, elle crée une vraie connivence avec sa cible en mettant le côté, bah, je le comprends, votre quotidien, vos galères, tout ça, moi je les comprends en fait. Et c'est ça qui va créer de l'engagement. Et je sais que ça crée une passerelle entre les deux. Ça crée une passerelle entre son travail de community manager et le compte qu'elle a créé comme projet annexe, qui est en fait tout simplement un projet de communication. C'est-à-dire que de la même manière qu'elle aurait pu lancer une chaîne YouTube, elle a lancé ce compte Instagram-là. C'est purement et simplement du marketing de contenu. Et en plus, c'est du contenu intelligent parce que c'est de la curation de contenu, donc c'est même pas elle qui le crée le contenu, elle récupère celui des autres. Elle récupère des témoignages qu'on lui envoie. Donc voilà, c'était les quelques exemples que je voulais vous partager suite à la présentation. Donc, alors je vais arrêter le partage. Voilà. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on creuse une thématique. Voilà. Merci Christine, c'était super éclairant, très bien fait. Il nous reste une demi-heure maximum parce que moi je dois vraiment arrêter à 16h30, donc je propose que même à 25 on s'arrête. Donc moi j'ai une seule question, puis après je vous laisserai y aller gaiement. Christine, est-ce qu'il existe dans le storytelling des trames qui reposent sur des grands classiques anthropologiques, hein, l'histoire du loup que je raconte à ma fille, mais il y a les contes de Grimm, il y a en fait, il y a est-ce qu'on peut réutiliser des trames qui sont culturelles et qui vont avec le héros, avec je sais pas, voilà. Est-ce qu'il existe des trames Alors oui, il y a des trames. Alors je ne peux pas vous les réciter là comme ça. Maintenant, effectivement, il y a le storytelling aussi comme méthode scénaristique. Donc il y a vraiment cette idée de raconter une histoire au sens littéral, donc c'est-à-dire d'avoir un point de départ, une quête, donc vraiment de l'exprimer comme ça, c'est-à-dire d'avoir un héros, une quête, une première aventure, on avance, une deuxième aventure, et ensuite un dénouement, un ennemi, un dénouement, quoi. Et ça, ce type de trame que là, bon, je viens de réimproviser, mais en tout cas qu'on peut retrouver en cherchant notamment auprès des agences vraiment de narration qui sont vraiment sur du copywriting ou de la conception-rédaction. C'est vraiment de récupérer ces items-là, c'est-à-dire d'avoir peur pour le héros à un moment donné, d'être soulagé par c'est vraiment de récupérer ces mécaniques-là. Et parfois, ça peut être effectivement intéressant de repasser, de repartir de choses existantes en se disant, après, il y a deux choses. Il y a l'aspect un peu matrice marketing, donc vous avez des modèles, par exemple, pour raconter une identité d'entreprise. Je pense au cercle d'or de Simon Sinek, à des mantras d'entreprise qui existent, à des modèles de pitch et tout ça qui sont déjà un premier pas dans le storytelling. Et puis ensuite, il y a vraiment, comme tu disais, prendre Pierre et le loup et se dire qu'est-ce que je tire de ça, qu'est-ce qui fait que je suis accrochée. Et reprendre cette trame-là et même parfois des petites histoires, reprendre des nouvelles, des blagues, en récupérant la structure narrative. Mais voilà, il y a vraiment cette idée début, aventure, empathie et fin, quoi, qui est vraiment le truc le plus linéaire. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question. Aussi, merci. Alors,
travailler les personas est complémentaire du storytelling. Oui, 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 c'est hyper important. Parce qu'effectivement, comme on le disait, c'est vraiment un bon storytelling, il met aussi ce coup de projecteur sur la personne en face. Donc là, je ne l'ai pas vraiment traité parce que c'est un exercice qui est spécifique et qui peut être assez long, mais effectivement, la carte d'empathie commence un petit peu à aller sur le travail du persona, même s'il il contient bien d'autres choses, mais effectivement, de toute façon, une communication, elle va de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Donc, il faut connaître la personne en face pour que ce soit efficace. Donc oui, c'est non seulement complémentaire, mais c'est même capital en fait. Pour moi, c'est en fait dans le travail de base, quand on veut faire une stratégie de communication, pour moi, il y a vraiment ces deux choses qui sont auxquelles on ne peut pas couper. C'est travailler le client cible, donc la cible de manière générale de la communication, et travailler justement cette introspection, ces missions d'entreprise. Je vois qu'il y a une question aussi là-dessus. Est-ce que ça signifie qu'un réel travail d'introspection d'entreprise doit être mené en amont? Oui, parce que en fait, une communication est impactante si elle touche sa cible, mais si elle correspond à ce que vous voulez être en fait. Et donc, il faut être au clair sur les deux. Sur les deux aspects de la symétrie en fait. Il faut que les deux se rejoignent et pour se rejoindre, vous êtes obligé de connaître les deux parties. Et cette partie introspective qui se fait avec énormément d'exercices qui existent, ça va des matrices marketing type SWOT ou même études de marché et tout ça, à des choses un petit peu plus, on va dire, abstraites sur les valeurs, la mission d'entreprise, l'ADN, si mon entreprise était une personne, tout ça. Et le travail de la cible qui est la symétrie de tout ça. Donc oui, les deux sont pour moi les deux étapes. On ne fait pas de stratégie de manière générale sans ces deux étapes-là. De toutes les façons, une stratégie, ça contient soit la personne en face, des objectifs et des actions à mettre en place. Et il faut ces 4 éléments en fait. On est obligé de les avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet, sur des problématiques plus spécifiques sur... Pas de souci. Plus d'autres questions? Généralement, quand il n'y a pas trop de questions, c'est que c'était très clair, mais peut-être, moi, je me demandais, bon, ce qui rejoint totalement les différents sujets qu'on a déjà traités, c'est justement de créer du contenu d'expertise. Et du coup, j'ai beaucoup insisté dans d'autres ateliers, aussi dans des coups de téléphone que j'ai eus avec certains d'entre vous, au moment du référencement, de dire exactement ce que tu nous as dit au début. On s'adresse à quelqu'un, on s'adresse à des gens qui ont des besoins. Et trop souvent, et je le répète pour ceux qui ne l'avaient pas entendu, la logique des institutions, notamment les vôtres, parce que vous êtes des institutions de formation, c'est sans y prendre garde, en fait, on parle de soi. Et on ne parle pas aux gens qui sont nos futurs clients. Et ça, on ne fait pas gaffe, mais souvent, moi, la première chose que je vais faire, c'est que je vais voir les sites de vos institutions et je me dis, mais de qui on parle en fait sur votre site? Et dans les réseaux sociaux, les institutions font des posts en disant super content, on a fait l'assemblée générale de machin, regardez, on était tous autour de la table, mais ça n'intéresse personne. Enfin, ça répond pas. Et par exemple, dans le référencement, la clé que nous a partagée Camille Blais, c'est de dire chaque page de votre site répond à une question, à un besoin de vos clients. Et c'est comme ça que vous serez bien référencé. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, Christine, c'est que le storytelling, je vous disais tout à l'heure, c'est le point de rencontre entre votre histoire et celle de vos clients. Et qu'à un moment donné, oui, votre histoire elle est importante. Vos offres de formation, votre plateau technique, vos savoir-faire. Mais si à un moment donné, vous ne vous préoccupez pas
de vos personas et de toutes les questions qui se posent, de tous leurs besoins, eh ben, vous allez rater le coche. Et je pense que le storytelling, au-delà des histoires, parce qu'on entend surtout ce mot derrière, et c'est tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, je crois qu'il y a vraiment un besoin de focuser sur ces besoins-là. Puis moi, la deuxième chose que je retiens, c'est l'émotion. C'est vrai que l'émotion, vous savez qu'en neurosciences, on a découvert aussi que c'est ça qui faisait un ancrage mémoriel. Hein. Si je vous demande qu'est-ce que vous faisiez le 11 septembre 2001, normalement, vous avez tous l'image de là où vous étiez, avec qui vous étiez. Alors que le 12 septembre 2001, vous n'en souvenez pas. Alors évidemment, l'idée, c'est pas de vivre des émotions aussi bouleversantes à chaque post que vous allez faire sur les réseaux sociaux, mais peut-être avoir ça à l'esprit. Parfois, mieux vaut pas publier que de publier quelque chose qui a aucune portée, qui va rajouter de la surinformation. Là, il y en a déjà beaucoup. En fait, il y a… Excuse-moi. Non. En fait, il y a plusieurs choses. C'est qu'on a hérité d'une vision de la communication qui est de la communication institutionnelle de manière générale, donc que ce soit des marques, des assos, des collectivités, peu importe. On a hérité d'une vision de la communication qui est une communication comme un monologue, où la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que j'ai à raconter ? Alors qu'aujourd'hui, ce qui fonctionne et ce vers quoi le client a besoin qu'on aille, c'est vers une communication qui est un dialogue. Et c'est vrai que c'est un exercice de style qui peut être particulier quand on est sur le digital parce qu'on n'est pas sur un dialogue effectif. Vous devez écrire un support figé comme si vous parliez à quelqu'un. Donc c'est complexe, ça se travaille. Et surtout, où on transfère la question de qu'est-ce que j'ai à dire à qu'est-ce qu'il veut entendre, qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre. Et ça, c'est quelque chose qui est assez long et un peu, on va dire, un peu lourd à casser parce que c'est vraiment la communication traditionnelle telle qu'on l'a appris pendant très longtemps, c'était ça. On revient à cette idée de communication verticale. Et aujourd'hui, ce modèle-là, il est en train d'exploser. Il a déjà en grande partie explosé. Et on arrive à cette idée du dialogue, à se dire je parle à quelqu'un en face de moi et cette personne, elle doit être présente dans ce que je dis et dans ce que je transmets. Donc c'est vraiment hyper important. Et en fait, moi, il y a quelque chose aussi que je défends beaucoup, c'est qu'en réalité, le marketing, la communication, c'est 60% de compétences et 40% de réflexes et de bon sens quelque part. C'est-à-dire que Google, en réalité, quand on lit entre les lignes, par exemple, des règles de référencement, ce que Google nous demande à tous, c'est d'écrire des trucs de qualité, ce qui ne me paraît pas complètement fou comme demande. C'est d'écrire des choses que les gens ont envie de lire. Et en fait, la communication, en réalité, si on creuse un petit peu toutes les règles, entre guillemets, de marketing et de communication, on retrouve ce fil conducteur qui est considère juste la personne en face de toi et ça y est, il y a la moitié de la stratégie qui est écrite en réalité. Et c'est vraiment important de voir ça, pas comme des techniques, pas comme des méthodes toutes faites, mais comme une espèce de pâte à modeler qu'on utilise tous les jours pour développer son projet, pour toucher les bonnes personnes et pour apporter quelque chose à la personne en face. Donc voilà. Est-ce qu'il y a encore une question ? On n'est pas obligé, hein, on peut aussi clôturer le webinaire. Hein, mais c'est le moment, parce que après… Voilà. Après, voilà, si… Enfin, je ne sais pas si c'est toi ou moi qui l'envoie, mais peu importe, je pense que vous aurez le support de présentation. Il y a mes coordonnées dessus. S'il y a une question qui arrive à froid dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à me l'envoyer, ça me fait plaisir. Donc voilà. Mais ce que je propose effectivement, nous ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on récupère la présentation et puis le replay pour pouvoir le mettre sur le site de Digitalis, qui est un peu l'endroit où tous les participants retrouvent les supports et les contenus, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir s'en inspirer, de pouvoir aussi avoir tes contacts, Christine, si vous avez besoin d'être accompagné dans vos chantiers. Voilà. Je profite pour te remercier. C'était vraiment super éclairant, super clair. Moi, j'ai beaucoup appris. Ça donne envie de s'y mettre. Voilà, c'est Marie Andrieux qui me dit il n'y a plus qu'à. Donc, allez-y. Profitez peut-être de l'été pour on en est tous là. pour tout ça. Mais ouais.
Bah, merci. Non, merci à toi pour l'invitation et puis merci à vous d'avoir participé. Et puis bah, à très bientôt, hein, s'il y a plus de questions, moi, je vous dis à très bientôt. Ok, bonne fin de journée à tous. Et pour ceux qui participent à EduMix, et ben, à bientôt en ligne le 29 et le 30 juin. Il y a encore des places si jamais il y en a qui veulent y participer. Lisez vos mails, vous allez en recevoir encore. Bonne fin de journée. Bonne journée. Christine, je te laisse Ouais, votre ouais, ouais. enregistrement. Je regarde juste l'enregistrement pour être sûr.